Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV de TV Mag diffusé sur Figaro TV Île-de-France, sur le Figaro Live et la Figaro Radio, bien sûr. Ça va, Sarah? En pleine forme. Comme un vendredi, c'est le week-end. Bientôt le week-end. On est content et on vous a gardé le meilleur pour la fin cette semaine, car nous accueillons sur ce plateau un entrepreneur et investisseur dont la France peut s'enorgueillir, créateur d'une des startups les plus rentables de la décennie. Il est aussi devenu désormais bien connu du grand public grâce à l'émission Qui veut être mon associé, diffusée sur M6. Et si vous aussi, vous pataugez lorsque vous entendez les termes due diligence, BFR, licorne, B2B, rassurez-vous, il est là pour vous donner toutes les réponses. Bonjour Éric Larchevêque. Bonjour, merci d'être avec nous. On est ravis de vous avoir. Vous êtes un entrepreneur investisseur désormais effectivement bien connu du grand public, comme je le disais, puisque vous participez depuis 3 ans maintenant. C'est votre 4e saison qui va être mon associé sur M6. Des saisons qui démarrent en fanfare d'ailleurs, hein, le meilleur démarrage historique. Ma première question sera simple, et on va tout de suite parler d'argent avec vous, parce que c'est déjà tellement rare. En tout, c'est votre 4e saison. Combien d'argent vous avez déjà investi dans cette émission? Est-ce que vous avez compté? Alors, oui, j'ai dû compter, j'ai dû mettre un peu plus de 2 millions d'euros. 2 millions d'euros depuis le début. Hein, dans combien d'entreprises différentes à peu près? Dans combien de projets? Alors, c'est 2 millions dans les 3 premières saisons, d'accord, parce que je ne vais pas révéler ce que j'ai fait pour la 4e. Absolument. Et 16 entreprises. Donc 2 millions pour 16 entreprises. Et ça vous a rapporté combien? Alors, c'est trop tôt pour le dire, parce que comme vous le savez, une entreprise met du temps à se développer, et 4 ans, c'est pas long. Donc, il y a quelques entreprises qui ont malheureusement déjà mangé la poussière. Donc ça, on sait que ces entreprises, c'est terminé, elles sont parties en redressement judiciaire. Il y a eu le Covid, il y a eu tout un tas de difficultés. Ça, c'est une mise perdue? Ça, c'est une mise perdue. Et par contre, il y en a qui continuent de se développer, mais avant qu'il y ait ce qu'on appelle une exit, la capacité de revendre l'entreprise pour retrouver des liquidités, et c'est là où on voit vraiment si l'investissement a fait un retour ou pas. Voilà, ça va mettre du temps, et donc, pour le moment, les paris sont ouverts. Non, il n'y a pas eu encore d'exit de revente. Mais globalement, sur les 3 premières saisons, vous diriez que vous avez plutôt fait des bonnes affaires, Éric? Oui, parce que je pense que je suis assez confiant déjà sur le fait de retrouver ma mise, qui est quand même le principal. Et il faut aussi bien comprendre qu'il y a certains investissements qui ont été faits aussi dans un cadre un peu plus d'accompagnement, de give back, de retour. J'ai eu la chance de bien réussir ma vie, donc cette émission permet aussi d'accompagner des entrepreneurs qui ne viennent pas forcément avec les licornes de demain, mais des produits qui sont bien, qui sont sympas, avec des histoires, des gens qui méritent d'être accompagnés. De l'humain aussi. Voilà, donc c'est pas que basé sur le retour, même si évidemment on garde ça dans un coin de sa tête. On va poursuivre cet entretien dans quelques instants. Évidemment, sur Figaro Live, on évoquera cette nouvelle saison de Qui veut être mon associé sur M6 et également votre livre qui est paru hier, Éric. Ce sera juste après les news médias de Sarah Lecoeuvre. On démarre ces infos médias, Sarah, avec une nouvelle personnalité qui rejoint Danse avec les stars. C'est au compte-gouttes, on les apprend. Il faut être patient. Son nom a été dévoilé hier par TF1. Il s'agit de l'humoriste Inès Reg. Vous savez, l'intéressée a été rendue célèbre par son sketch Kevin, tu m'as mis des paillettes dans les yeux. Voilà ce qu'elle avait déclaré sur les réseaux sociaux. Aussi, LOL. Et puis Pékin Express aussi, également avec sa sœur l'an dernier. Elle s'est réjouie de sa nouvelle participation à l'émission de TF1 et elle rejoint ainsi la chanteuse Cœur de Pirate, le comédien James Danton de Desperate Housewives et l'animatrice Christina Cordula qui font tous partie du casting de la nouvelle saison. Vous avez regardé pour James Danton, j'en suis sûr. Évidemment. Est-ce que vous commencez à être connu, être une personnalité aussi de la télévision, est-ce que si on proposait ce genre de programme, Éric, vous diriez oui, Danser avec les stars, Koh-Lanta, je sais pas, est-ce qu'il y en a une auquel vous pourriez participer? Ouais, je pense qu'il y en a une, parce que là, c'est vraiment un rêve de gosse, c'est Fort Boyard. Fort Boyard. Là, ça, je le ferai. Voilà, ça, c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire, parce que c'est sympa, c'est sportif, il y a l'esprit d'équipe, c'est chouette, donc oui, ça, c'est là, oui. Danser avec les stars, moins Moins, je jouerais pas, je pense pas que ce serait une bonne idée. Il y a aussi des gens qui dansent mal, c'est pour ça que ce programme existe. Voilà, c'est peut-être pour ça que ça pourrait c'est pour ça que vous voulez pas que ce soit vous. J'ai compris. On continue ces infos médias, Sarah, avec Élise Lucet, qui a réagi à la nomination de Rachida Dati au ministère de la Culture. Et oui, souvenez-vous, la journaliste l'avait pourchassée dans un cache investigation d'anthologie. Et bien sur RTL, dans l'émission d'Éric Dussard, la présentatrice a commenté pour la première fois l'arrivée de la maire du 7e arrondissement de Paris, rue de Valois. Elle ne semble pas plus inquiète que cela pour son avenir. Non,
non, a priori, aucun ministre n'intervient jamais dans ce qu'il se passe à France Télévisions, dit-elle. Ou alors, je me suis trompée. Très franchement, on a eu à plusieurs reprises à discuter sur des plateaux. De l'eau a coulé sous les ponts, a-t-elle encore déclaré. Effectivement, il y a eu des mots doux entre elles à ce moment-là. Alors, Rachida Dati, bon, c'est la culture, c'est pas forcément ce qui vous intéresse, ou c'est plutôt Bruno Le Maire ? Le maire de, c'est ça oui, ministre des Finances, de tutelle, un petit peu, voilà, du digital. Est-ce que vous en êtes satisfait? Est-ce que de manière globale, pour vous, un ministre en fait assez pour son pays ou essaie d'en faire assez? C'est une question très large. Je pense que malheureusement, les ministres sont là pour rester en poste et en font beaucoup pour eux. Mais il y a toujours des décisions très difficiles, courageuses, qui sont à prendre, qui ne sont pas très populaires. Et je trouve que les ministres ne vont pas assez loin. Et là, je ne vise pas personne en particulier, sinon bien sûr, c'est global. Plutôt général. Donc, non, je pense qu'il y a des réformes. Ce serait quoi la première mesure? Si vous étiez ministre demain de l'économie et des finances... Et du digital. Qu'est-ce que vous prendriez comme mesure? Baisser les charges? Baisser les charges, évidemment. Aujourd'hui, recruter quelqu'un, ça coûte très cher, extrêmement cher. Et donc, les entreprises ne le font pas parce que une fois qu'on a recruté, en plus, après, c'est aussi très difficile de mettre un terme à un contrat de travail. Et donc, il faut donner beaucoup plus de souplesse. Il faut moins d'intervention de l'État, d'une manière générale. Moi, je suis plus pour le libéralisme et avoir un État un petit peu moins fort sur tous les sujets qui ne sont pas des sujets régaliens. Pour qu'il puisse justement mieux se concentrer sur ses vrais sujets à lui. Absolument. Et donc donner plus de liberté aux entreprises, de souplesse, de capacité de développement. Votez Éric Larchevêque. Vous voyez ce qui vous attend, évidemment. On termine ces news médias, Sarah, avec le chiffre du jour, c'est le 2 aujourd'hui. Oui, comme le deuxième meilleur score d'audience réalisé par complément d'enquête hier soir, environ 1,5 million de téléspectateurs étaient rassemblés devant le numéro consacré à Jordan Bardella, président du Rassemblement national. Ça représente quasiment 13% de part de marché, c'est un beau score. Ce numéro se classe juste derrière le record d'audience historique de l'émission. C'était le numéro consacré à Cyril Hanouna, évidemment, le 30 novembre dernier, où 3 millions de curieux étaient rassemblés, soit plus de 30% du public. Donc, deuxième meilleur score. C'est devant Depardieu, alors même. Et devant Depardieu, d'une courte tête. Alors, c'est un numéro, d'ailleurs, que Jordan Bardella a dénoncé lui-même, puisqu'il a annoncé mettre en demeure et attaqué France Télévisions sur cette enquête. Est-ce que ce genre de télévision, un peu d'enquête, comme les compléments d'enquête, ça vous fait peur? Et qu'est-ce qu'un jour, vous avez peur qu'il s'intéresse à vous, à votre business, vous n'avez rien à cacher? Alors, on a tous des choses à cacher, je pense que, bien sûr. Vous avez des comptes vous avez des choses à cacher? Non, pas spécialement par rapport à ça, mais j'aime pas la phrase « j'ai rien à cacher » parce que c'est pas vrai. Et que donc, c'est normal, on a tous une vie à cacher. Et donc, non, mais je pense qu'il n'y a pas de problème. Et de toute façon, les journalistes doivent faire leur métier. S'ils doivent faire des enquêtes, ils font leurs enquêtes. Puis... Voilà, avec plaisir. Bon, après, je pense pas je pense que je ferai pas 3 millions d'audience. Donc je pense pas que complément d'enquête va venir s'intéresser à moi de sitôt. Mais que vous, ça vous arrive de regarder ce genre d'émission? Vous faites la part des choses parce que évidemment, le but c'est toujours de trouver des aspérités et de trouver des choses négatives. Oui, c'est pour ça que lorsqu'on est entrepreneur et qu'on crée une entreprise, on doit faire attention, on doit penser à tout. Oui. Parfois, on doit un peu franchir un certain nombre de lignes, parce qu'un entrepreneur, s'il veut réussir, il ne peut pas juste être dans les règles absolues. Il faut s'affranchir parfois, mais donc il faut trouver le bon équilibre. Parce qu'après, évidemment, il ne faut pas faire n'importe quoi, parce qu'après, on se retrouve dans le complément d'enquête. et donc ça, faut éviter. Oui. Merci Sarah. Fini pour les news médias? Les news sont terminées pour aujourd'hui. On aura d'autres dès lundi, croyez-moi. Il y aura de l'actualité ce week-end. On passe tout de suite au grand entretien du Buzz TV. Nous sommes avec Éric Larchevêque. Qui veut être mon associé? Saison 4, c'est parti depuis avant-hier avec un démarrage historique, je l'ai dit, de plus de 2 millions de téléspectateurs et une part de marché surtout très impressionnante sur les femmes responsables des achats, plus de 24%, qui est vraiment ce qui compte pour une chaîne comme M6. C'est votre 4e saison. Vous êtes surpris après 4 saisons de ce démarrage? Vous attendiez à de tels chiffres, Éric, ou comme tout le monde hier, vous étiez un peu surpris? Alors, on attendait quand même effectivement de bons chiffres. 2 millions, c'était un peu l'espoir qu'on avait, en tout cas que moi j'avais. Ouais. Surtout avec la présence de Tony Parker qui rajoute énormément de visibilité à l'émission. Personne un petit peu connu qui est venu vous rejoindre. Connu, exactement, qui a une envergure médiatique qui nous dépasse tous et qui peut donc faire venir un autre public. C'est un effet Tipeee, si on peut dire. Oui, je pense. Ça a joué. Évidemment, il y a eu beaucoup plus de couverture médiatique au niveau de la sortie de l'émission parce que la présence de Tony Parker, de Tipeee, a rajouté de l'intérêt.
Et ensuite, mais ce qu'il y a de bien, c'est que cet intérêt s'est transformé. Une fois que l'émission a commencé, qu'il y a eu l'effet de surprise Tipeee passé, ils sont restés. Ouais. Et l'émission a fait son travail, c'est une émission de qualité. Et je pense que les téléspectateurs étaient ravis de pouvoir découvrir tous ces entrepreneurs, tous ces projets. Et donc, je suis ravi pour la suite de cette saison. Alors, on l'a tout de suite senti à l'aise. Son intégration, j'imagine, s'est bien passée. On a l'impression qu'il était là presque depuis longtemps. Il n'était pas trop timide. Alors, c'est vrai qu'il a l'habitude des caméras, mais là, pour le coup, il n'était pas forcément dans son monde. Enfin, c'est ce qu'on croit, d'ailleurs. Ah non, mais alors, Tony Parker, c'est un professionnel. C'est un professionnel du sport, mais aussi du business. Ça fait longtemps qu'il fait du business. Il a eu dès le début le bon réflexe de commencer à mettre de côté de l'argent, à investir. Et c'est lui qui le dit, au lieu de jouer aux jeux vidéo, il allait voir des gens qui faisaient du business pour poser des bonnes questions, parce qu'il savait qu'il devait construire son futur. Donc c'est quelqu'un de très avisé et qui ensuite a été très à l'aise dans son fauteuil, qui posait les bonnes questions, qui était aussi très calme, et qui montrait vraiment une maîtrise de son jeu. Et vous le connaissiez, vous étiez fan Alors je ne le connaissais pas. Alors, je le connaissais pas personnellement. Oui. En tant que joueur, oui. Voilà, évidemment, j'avais suivi sa carrière de loin, parce que je ne suis pas non plus un passionné de basket. Donc, mais j'étais. Vous êtes grand, hein. Pourtant, je suis grand. Vous pourriez vous passionner pour le basket. Rien dire. Je suis plus grand que Tony Parker, mais je peux dire que je suis nul en basket. Donc, non, c'est pas la taille qui compte, pas que la taille en tout cas pour les joueurs de basket. Alors, il est passionné par cet univers, vous l'avez dit. Est-ce que vous a demandé des conseils? Est-ce qu'il a posé des questions, Eric, aux entrepreneurs que vous êtes, vous, Marc Simoncini, Jean-Pierre Nadir, qui a un peu plus de bouteilles que lui dans ce domaine. Il est curieux, Tony Parker? Bien sûr qu'il est curieux, et puis il a envie d'arriver préparé. Donc évidemment qu'il a posé un certain nombre de questions, notamment par rapport au format, sur comment ça se passe, qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les règles. On a dit, écoute Tony, il n'y a pas de règles. Là, c'est chacun pour soi. Ah ouais. Et donc, parce que parfois, on peut être un peu timide, de se dire, est-ce que je peux faire ci, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Et non, il n'y a vraiment pas de règles. Là, c'est le jeu du business, et s'il a envie de faire des propositions, n'importe laquelle, il peut y aller. Et donc ça, il l'a compris très vite, et il a été tout de suite vraiment à l'aise sur son terrain. Alors, avec Marc Simoncini, le fondateur de Mythique, vous faites partie des jurés historiques, on peut le dire, de l'émission. Comment vous expliquez cette fidélité depuis la toute première saison? Parce que déjà, je pense qu'avec Marc, on adore l'entrepreneuriat, on adore ce format, et on pense que c'est important de pouvoir y participer. Et on prend beaucoup de plaisir à le faire, ça c'est certain. Moi, dès que je m'assois dans le fauteuil, je suis ravi, c'est génial. Je vais y aller envoyer les pitchs, j'ai envie de découvrir. Et puis aussi, peut-être que les autres ont voulu passer à autre chose. En fait, voilà, chacun décide de rester, de partir, et peut-être qu'ils vont revenir. Il n'y a pas de. Vous avez regretté le départ, par exemple, de Delphine André c'était la seule qui était avec vous depuis le début. Bien sûr, elle n'est plus là cette saison. Elle n'est plus là parce que je pense qu'elle a vraiment beaucoup de travail. Elle passait toujours son temps au téléphone, à bosser. On voit que c'est une chef d'entreprise vraiment impliquée dans une très très grosse boîte qu'elle doit gérer. Beaucoup de personnel. Voilà, aussi. Et donc je pense que c'était difficile pour elle de faire les deux. Et bien sûr que je la regrette parce qu'elle avait des analyses tout à fait pertinentes. Et elle était toujours un peu en recul. Elle disait pas grand-chose, mais quand elle parlait, c'était vraiment très fort. Alors il y a d'autres personnalités fortes, évidemment, comme Jean-Pierre Nadir, comme Anthony Bourbon, qui est ma seule. Alors Anthony Bourbon, parce que on a l'impression souvent entre vous, c'est compliqué. Comment ça se passe? Alors, vous êtes des concurrents aussi, c'est vrai, bien sûr, mais il y a des tensions. Et notamment, Anthony Bourbon, il a cette tendance à braquer tout le monde contre lui facilement. Oui, parce qu'il est assez clivant et il a une vision des choses qui est très personnelle, qui est la sienne, et il n'hésite pas en fait à être extrêmement brutal. Et très cash. Mais aussi juste, donc c'est jamais gratuit ce qu'il fait, mais comme sa position assez brutale peut parfois nous taper sur les nerfs. Et il y a souvent des clashs avec Anthony. Oui. Même est-ce que ça se poursuit hors antenne, même quand Alors ça peut se poursuivre en fait dans les fauteuils. Parce qu'une fois qu'ils sont partis, on continue de parler. Et des fois c'est pas filmé. Ils filment un peu, puis ça continue. Puis à un moment, ils nous foutent dehors, ce qu'ils disent, c'est bon là, arrêtez, continuez en loge. Puis après, ça redescend et en loge, je crois que des fois, il y a des déjeuners, ça continue. Il y a des vraies fâcheries hors antenne ou pas? Parce que quelqu'un ait piqué une affaire à un autre ou avait été... mais parfois, il y a quand même de l'enjeu. Alors, il n'y a pas non plus ça ne va pas aller jusqu'au fait que les gens veulent plus parler, plus voir, mais on sent qu'il y a des vraies tensions. Mais quand on est dans un univers où on investit effectivement des centaines de milliers d'euros,
De votre argent. De notre argent, Eric, bien sûr. C'est votre argent, c'est pas la production qui vous donne de l'argent. Donc l'enjeu est fort et donc oui, il y a de la tension. Et d'ailleurs, avant chaque saison, est-ce que vous partez avec un portefeuille là, avant cette nouvelle saison, vous vous êtes dit, j'ai, je sais pas, 200 000 € en tête, est-ce que c'est ça Oui, on se met une limite. On se met une limite, 500 000 € par exemple. Vous, c'est 500 000. Oui, à peu près, mais bon, il y a des années, je l'ai dépassé. Vous avez fait 2 millions en 3 saisons, vous avez dépassé. Donc j'ai dépassé, tout à fait. J'ai le temps de faire le calcul. Exactement, un peu. Donc, parce qu'après, de toute façon, on est tellement... Et puis quand on voit, on sait même, admettons qu'on a dépassé, et on voit un entrepreneur qui arrive avec un super projet, forcément, on ne va pas laisser passer, on craque. On y va. Pourquoi les investisseurs comme vous changent d'une séquence à l'autre? Parfois, on regarde, alors vous êtes là sur un projet, vous n'êtes pas dans le truc suivant. Parfois, ils m'ont Marc Simoncini ou Anthony Bourbon ou Jean-Pierre Nadir. Vous ne les faites pas tous, c'est ça? Non, mais il y a 5 fauteuils, il y a 7 investisseurs, investisseuses. Donc le but, c'est aussi de changer, de faire bouger. Tout le monde ne peut pas participer à toutes les journées de tournage. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un panachage qui fait que... Comment c'est choisi sur les journées? C'est en fonction de ce qui pourrait ne pas moins vous intéresser Oui, je pense que c'est assez aléatoire, parce que déjà, c'est assez difficile de trouver les dates de chacun. Donc, si en plus, on devait prendre en compte par rapport à ce qui va être diffusé... Oui, que tel investisseur... Voilà, alors après, s'il y a un sujet sur le voyage, il y a des chances que Jean-Pierre Nadir soit là. Bien sûr. Sinon, il risque de pas être content. Et inversement, s'il y avait un sujet hardware... industriel, ce serait dommage que je ne sois pas là parce que les entrepreneurs vont attendre, se dire tiens, Eric, ça va peut-être être un investisseur pour moi. Donc, bien sûr. Alors, allez-y, Sarah. Non, mais moi, je voulais savoir ce que vous saviez sur les entrepreneurs et les chefs d'entreprise qui se présentent à vous au moment où ils viennent devant vous passer l'audition, si on peut dire comme ça. Rien. Un seul mot, rien. Du tout. Rien. En fait, les téléspectateurs en savent plus, puisque eux, on peut voir le mini-portrait avant, parfois. Vous ne savez même pas le domaine général ou rien. pas. C'est pour ça, lorsqu'on arrive en fait sur le plateau, il y a une décoration, une mise en scène qui est faite par la production, très bien, que je salue. On doit essayer de deviner, et parfois ils nous mettent des pièges, on ne comprend pas de quoi il va s'agir. C'est pour ça que vous prenez autant de notes, d'ailleurs. On découvre en temps réel, en fait, le projet. Alors, les batailles d'exo, ça existe, évidemment. On vous voit parfois vous battre à coups de chiffres sur les projets. Il y a Jean-Pierre Nadir, Anthony Bourbon, qui sont à l'opposé. D'ailleurs, je pense qu'on les a mis là comme ça, parce que c'est une génération, non? C'est ça, c'est l'ancien monde, comme dit Anthony Bourbon, donc là-dessus, contre le nouveau monde. Donc, oui, c'est... Est-ce que vous direz, vous, Eric Herschouet, que vous êtes un peu le sage de cette émission? Non. Parce que vous êtes toujours, il n'y a pas un mot plus haut que l'autre, ça semble assez carré. On a l'impression que vous vous amusez quand même, un peu comme un gamin. Non, je suis plus un gamin, effectivement, je m'amuse beaucoup. Non, le sage, c'est plutôt Marc. Je pense que lui, il a vraiment la sagesse de toute l'expérience qu'il a. C'est un peu le parrain pour moi. C'est le Johnny Hallyday de l'entrepreneuriat. Du programme, Et vous êtes parti pour quelques saisons supplémentaires, allons jusqu'à 10 par exemple? Tant que le programme fonctionne et tant qu'on me demande de revenir... C'est l'émission préférée de Nicolas de Taverneau, le patron d'M6, oui, c'est vrai. Le dire. Non, tout à fait. Parce que c'est vraiment lui qui a vraiment poussé pour le lancer. Parce qu'au début, les chaînes voulaient... personne ne voulait prendre le risque. Et même en interne, je pense que c'était compliqué. Et il a poussé même les audiences étaient très moyennes. Une autre émission aurait pu être arrêtée, mais celle-là, non. Parce que je pense qu'il croyait à la pertinence de parler d'entrepreneuriat en France. Et il a eu raison. Alors justement, pourquoi il n'y a pas davantage d'émissions sur l'économie à la télé, Eric? C'est une question qu'on se pose souvent quand on voit, qui veut être mon associé, qu'on voit Capital, que Emmanuel Chin a créé au début des années 90 et qui cartonne encore aujourd'hui. On se dit que pourtant ça pourrait bien marcher. C'est quoi le problème avec l'économie? En fait, je pense qu'il y a maintenant... c'est plus un problème philosophique. On se disait, parler d'argent en France, c'est un problème tabou. Parler d'entrepreneurs, mettre des patrons devant des salariés, le patron a le droit de vie ou de mort sur le salarié. Si vraiment je résume l'émission de la manière la plus terrible possible, on peut se dire c'est pas possible. Alors qu'en réalité, non, on comprend que c'est pas le cas. Je pense que ça va changer. Je pense qu'il va y avoir de plus en plus, au contraire, d'émissions dans le domaine de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, parce que qui veut être mon associé a montré la voie. Et là, si je peux faire une prédiction, c'est que d'ici quelques mois, il y aura des changements, des nouveautés, peut-être sur les nouvelles grilles. Vous y croyez à ce point-là? Oui. Bien sûr. Alors, vous avez un parcours entrepreneur qui est assez incroyable, il faut le dire, avec notamment la création de Ledger, une société qui conçoit des solutions de sécurité, des portefeuilles pour les crypto-monnaies. Et cette entreprise est devenue l'une des 25, je ne sais plus combien il y en a, de licornes françaises à peu près. C'est-à-dire qu'elle a dépassé le milliard d'euros de valorisation, au même titre que Blablacar, VP, Back Market, Doctolib, pour ne citer qu'elle dans ses applications. Et pourtant, après cette réussite, vous dites, Eric, avoir volé en éclats. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a plusieurs choses. Déjà, je pense qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui réalise son rêve.
Ouais. Et quand vous pensez qu'il faut toujours le poursuivre? Il faut toujours le poursuivre, exactement. Et donc moi, j'avais toujours ce rêve de réussir à faire quelque chose de grand. Et quand c'est arrivé, après, il faut choisir, faut dire, qu'est-ce que je vais faire? Et donc, on se retrouve un peu démunis. Et il se trouve aussi que physiquement, j'avais complètement lâché. En fait, c'est un peu les deux choses qui sont arrivées. C'est-à-dire physiquement en fait, quand on veut porter une entreprise à ce type de hauteur, ça demande beaucoup de sacrifices personnels et ça va consumer en fait sa force vitale. Et donc, j'ai arrêté d'être le directeur de l'entreprise en 2019. Et quand j'ai quitté mon poste, en fait, je me suis retrouvé à l'hôpital, opéré du cœur, parce que j'avais tellement donné pendant toutes ces années que lorsque j'ai pris du recul, en fait, je me suis vraiment effondré. C'est au-delà du burn-out alors. C'est au-delà du burn-out physique. Oui, carrément, tout à fait. Donc il y a sur l'organisme. Il y a un vrai prix à payer pour réussir à monter une entreprise à ce niveau-là. Ouais. Donc l'entrepreneuriat, c'est pour ça que l'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde. Non. Parce que faut avoir les reins solides et puis il y a des moments, on craque, exactement. Tout simplement. Alors votre parcours entrepreneurial, vous en parlez dans votre livre qui est paru hier aux éditions M6, édition Entreprendre pour être libre, dans lequel vous racontez votre histoire, vous donnez aussi des conseils. Éric, pourquoi l'avoir écrit aujourd'hui? Vous avez 50 ans, vous avez dit ça y est, c'est le bon âge, je suis au midlife crisis et il faut que je raconte mon histoire, c'est ça? Alors, en fait, à chaque fois que je partage mon histoire avec d'autres personnes, on me disait mais tu devrais écrire un livre. On me le disait tout le temps. Donc je me suis dit, ok, je vais écrire un livre. Et maintenant que j'ai écrit un livre et que je raconte, on me dit, tu devrais faire une série Netflix. Donc on verra si ça va continuer. Mais oui, je pense que j'étais arrivé au moment où j'avais envie et besoin de raconter mon histoire, de partager mon expérience. Et alors, dans chaque parcours, il y a des réussites, des échecs. Pourquoi, selon vous, l'échec aux États-Unis est plutôt valorisé? On apprend même de ses erreurs. En France, beaucoup moins. C'est même pointé du doigt. Ouais, c'est un refouloir. Quand quelqu'un a dit j'ai connu 3 échecs, on ne veut pas de ça commence très tôt, même à l'école, où la notion de l'échec est parfois pointée du doigt. Et ensuite, oui, que ce soit dans l'univers de l'entreprise, du salariat ou même, bien sûr, de l'entrepreneuriat, l'échec est quelque chose souvent qui fait extrêmement peur. Et la problématique, c'est que parfois, en ayant trop peur de l'échec, on va se mettre des barrières, on ne va pas réussir à avancer et on va rester immobile. Et donc, la seule manière d'avancer, c'est de ne pas avoir peur de l'échec et donc d'avoir confiance en soi. C'est-à-dire que les Américains, ils franchissent ces barrières, ils s'en fichent. Si ça se plante, ça se plante, mais c'est une expérience. Et donc, on ne peut pas changer en fait la philosophie et la société. Par contre, on peut se changer soi, on peut choisir de se faire confiance et d'aller dans l'action. Parce que c'est l'action, le juge de paix de l'entrepreneur. Dire, si je me plante, c'est pas grave, il faut voir ce que ça veut dire concrètement, mais on pourra toujours repartir. Et donc, il faut se faire confiance à soi. Votre plus gros échec? Mon plus gros échec Alors, moi, je n'ai pas eu d'échec incroyable où je me suis tombé complètement, j'ai dû me reconstruire. C'est plein plutôt de petits échecs, de petites erreurs. Et donc, j'ai pas de bel échec en fait à mettre en avant, donc je serais pas très populaire aux États-Unis. Alors, vous donnez, on est bientôt au terme de cette émission, mais il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est que vous donnez des conseils un peu particuliers dans ce livre. Alors, je vais en citer 2-3. Vous allez me dire rapidement pourquoi vous conseillez ça aux gens. Vous conseillez aux entrepreneurs de se faire piquer leur idée. Ça veut dire quoi, Éric? C'est-à-dire qu'un entrepreneur, souvent, il est bloqué, il a son idée, il va en parler à personne parce qu'il a peur qu'on le copie, et donc, mais il n'avance pas. L'idée, ça n'a aucune valeur, seule l'exécution compte, et à partir du moment où on a compris ça, alors on peut parler de son idée, et donc on commence par se la faire piquer, comme ça c'est fait, on peut passer à autre chose, donc on peut être dans l'exécution, on peut parler de l'idée, l'améliorer, parce que si on parle à personne, on reste avec une idée qui de toute façon va être nulle. Vous vous êtes fait piquer une idée? Sûrement, je ne sais pas, je m'en fiche, peut-être. Mais en fait, une idée, ça ne vaut rien. Des idées, il y en a plein. Par contre, les mettre en œuvre, les exécuter, c'est ça la différence. C'est ça qui est très difficile. Il y a un truc incroyable aussi, vous dites, le business plan, ça ne sert à rien. À chaque fois que j'entends parler de on va se lancer là-dedans, il faut un business plan. Vous dites non, ça sert à rien. Non, ça sert à rien. Moi, j'ai jamais fait de business plan. C'est-à-dire le business plan au sens, on va écrire 30 pages avec des tableaux, des trucs, des projections, etc. Non, quand on est un entrepreneur, alors parfois c'est un exercice obligé pour lever avec des banques, etc. Mais quand on est un entrepreneur, en fait, il faut comprendre le cash flow, il faut comprendre son marché, il faut être dans l'action. Ça ne sert à rien de passer des heures et des heures ou des semaines à écrire un truc qui, de toute façon, c'est à côté de la plaque, parce que dès qu'on va aller dans l'action, on va s'apercevoir que ça ne se passe pas du tout comme prévu. Et c'est la même chose pour laquelle vous dites que réfléchir, c'est renoncer? Ah oui, parce que plus on se pose de questions, plus on va trouver des raisons de rien faire. Et un entrepreneur ne peut pas avoir de réponse à toutes ces questions. Donc il faut y aller, il faut être dans l'action. Il faut réfléchir un peu quand même quand on monte une affaire.
Oui, il faut être. Mais pour vous, c'est l'action d'abord. C'est l'instinct. Ouais, c'est-à-dire que c'est pas l'intellectualisation. On peut pas être un intellectuel et un entrepreneur, en tout cas pas en même temps. Merci Éric Larchevêque, c'est l'heure de notre dernière rubrique au suivant. Nous recevions sur ce plateau hier François-Xavier Ménage, le grand reporter de TF1 et ex-présentateur de l'émission Capital, d'ailleurs, sur M6. Il avait une question à vous poser, Éric, ou plutôt de même. Je vous propose de l'écouter et d'y répondre ensuite. Alors, 2 questions. Moi qui ai interviewé Tony Parker, jusqu'à quel point il est beaucoup plus haut que vous et jusqu'à quel point ça vous gêne? Et plus largement, est-ce que vous trouvez aujourd'hui que la France est un pays qui aime l'économie et qui aime l'argent, ou alors on est encore vraiment très très loin de ça et c'est compliqué d'en parler en prime time? C'est l'ancien présentateur de Capital qui vous pose la question. Alors déjà, Tony Parker, On a répondu tout à l'heure. Ouais, il est plus grand que moi. Enfin non, je suis plus grand que lui, mais il est beaucoup plus grand que moi, je pense en tout cas, à plein de niveaux. Vous le dépassez de 4-5 cm au moins. Ouais, 2-3, mais bon, mais peu importe. Mais en tout cas, j'ai aucune velléité de dire que je suis plus grand que Tony Parker, absolument pas. Moi, je suis plutôt Tony par terre. Hein. Et en ce qui concerne l'économie en France, l'argent, oui. Alors, effectivement, c'est un vrai sujet, mais je trouve qu'on a franchi des étapes incroyables, ne serait-ce qu'avec l'émission Qui veut être mon associé, où tout le monde était terrorisé. C'est-à-dire que tout le monde disait ils vont se faire lyncher. Et pourtant, non, ça fonctionne. Et donc, je pense qu'on a passé un cap. Il y a encore beaucoup d'éducation du grand public là-dessus, mais ce type d'émission, il contribue énormément. Et je pense qu'à partir du moment où les Français comprennent l'argent, l'économie, ça débloque beaucoup de choses. Mais ça reste tabou quand même, l'argent, non? C'est difficile de parler même de son salaire. Là, oui, si je vous demande votre salaire, vous allez me dire... J'ai pas de salaire, j'ai que des dividendes. Voilà. Ouais. Et de quel ordre ces dividendes? Alors, de quel ordre? En fait, aujourd'hui, ma fortune, elle vient de Ledger, qui est une fortune professionnelle, et de la vente d'actions de Ledger. Et donc, on l'estime à combien Alors, c'est une fortune professionnelle qu'on estime à 350 millions. Après, moi, j'ai vendu pour 20 millions d'euros. Et j'ai payé 8 millions d'impôts. Ouais. Donc voilà, c'est là où vient mon cash, d'accord? Mais sinon, je n'ai pas de salaire, puisque je ne suis pas opérationnel à proprement parler. Mais oui, c'est vrai que c'est un sujet, mais ça se travaille. Et je pense que les nouvelles générations seront moins quand même frileuses à l'idée de parler de tout ça. Ouais. C'est l'heure pour vous de poser votre question à notre invitée de lundi, Annie Dupéré, qui s'apprête à jouer dans une nouvelle fiction de France 3. Ce sera juste ici, Eric. Vous voyez la caméra de gauche, ici, qui clignote. C'est à vous, Annie Dupéré, vous écoute. Bonjour Annie, vous êtes une artiste et la question est la suivante. En tant qu'artiste, on ne sait peut-être pas combien de temps sa carrière va durer. Alors vous durez très longtemps, elle va sûrement très bien continuer, mais est-ce qu'à un moment vous vous êtes posé la question de « je dois placer mon argent, je dois avoir des revenus passifs, je dois investir pour le futur parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver ». Très bonne question. Ouais. On a hâte de ça. Effectivement, Annie Dupéré a une carrière immense et gigantesque, mais je pense qu'elle a dû mettre un peu de côté. Merci beaucoup, Éric Larchevêque, d'être passé nous voir. Je rappelle le titre de votre livre, Entreprendre pour être libre, paru aux éditions M6. Et on vous retrouve évidemment tous les mercredis soirs sur la chaîne pour Qui veut être mon associé. Merci beaucoup, Sarah. Avec plaisir. On se plaisir. retrouve lundi avec Annie Dupéré. Passez un excellent week-end. Et encore merci de votre fidélité.